bonjour à tous. Merci Olivier Bonjour Jordan. d'être avec nous aujourd'hui. Donc ben voilà, écoute Olivier, moi ce que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est revenir aussi sur ton passé lié à la culture physique, donc et ton évolution, et puis qu'on puisse revenir également sur voilà ce que tu représentes actuellement en France par rapport au bodybuilding et puis vis-à-vis de la compétition, donc le fameux Reapers Body Show. Et voilà, donc pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ton enfance, ton adolescence et vu qu'on a tous une histoire un peu personnelle vis-à-vis de la culture physique, qu'est-ce qui toi t'a fait ce déclenchement de t'intéresser à ce milieu-là? Les copains. En fait j'habitais à 100 mètres d'une salle de muscu à l'époque, une petite salle de muscu. Et j'ai deux copains qui se sont inscrits dans cette salle et je suis allé avec eux, tout simplement. Et D'accord. puis on a commencé à s'entraîner ensemble. Et la personne qui tenait la salle à l'époque se déplaçait, parce qu'à l'époque, avant les compétitions de bodybuilding, le matin, il y avait des compétitions de développé couché. D'accord. D'accord. Donc moi j'ai commencé la culture physique à 9 ans et à 12 ans j'ai commencé les compétitions de développé couché avant les compétitions À de 12 ans? bodybuilding. Ouais. D'accord. Donc on faisait les compétitions de développé couché au demi-poids de corps, au poids de corps. Et voilà, après moi j'ai des copains ont arrêté puis je suis resté là-dedans parce que c'est vrai que en 74 quand j'ai commencé c'était les débuts du monde du muscle aussi, il y avait Arnold en première page, il y avait déjà tout ça et donc c'est vrai que pour un gamin de 14 ans, Arnold ça avait quand même Ah un oui, fort impact d'accord. déjà. Et dans ces sports, enfin dans ces salles de sport françaises du coup des années 70, est-ce qu'il y avait une culture du muscle déjà présente ou enfin l'environnement, les gens qui étaient présents, comment ils étaient? Est-ce qu'il y avait des bodybuilders ou Non. est-ce que c'était de la Non. force? En fait, moi, j'étais à Cérès. Cérès, c'est à 5 km de La Ciotat. Ouais, C'est un petit village. Aujourd'hui, il doit y avoir 12 000 habitants. C'était une petite salle de muscu. C'était de la culture physique d'entretien. Même si le gars qui tenait la salle était intéressé par les compétitions de l'époque. Mais lui, il s'intéressait plutôt à l'époque de Steve Reeves et ouais, des années 50. 50, 60. Quoi. D'accord. Mais à l'époque, il y avait un jour pour les hommes. Le lundi, mercredi, vendredi, c'était pour les hommes. Et les autres jours, c'était pour les femmes. Ah, bon, alors ça c'est. Donc, on s'entraînait un jour sur deux. D'accord. Ouais. Ok. Donc du coup, 12 ans, tu étais déjà dans les salles de sport et de 9 ans, ouais, musculation. 9 ans, j'étais dans les Ouais. salles de sport et 12 ans, je faisais le développé Donc couché en compète. c'est bien encore un exemple concret du fait que voilà, commencer à s'entraîner jeune intelligemment, c'est pas si bête que ça. Au final, ça n'a pas eu d'impact négatif sur toi. Et c'est vrai que c'est assez controversé comme sujet ces dernières années. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on traîne depuis, Oui, depuis toujours depuis en fait. toujours. Quoi. Oui. Donc, la muscu qui empêche de grandir. Voilà, oui, oui, tout ce genre de choses. C'est, Alors que oui, moi il c'est suffit sûr que si on de met 200 raisonner de kilos, façon on se met- basique pour Voilà. penser à cette chose-là, sinon c'est pas possible. Quoi. D'accord. Donc du coup, toi, tu as continué ton chemin. Donc j'imagine que l'adolescence, tu as continué. Donc le monde du muscle t'a beaucoup intéressé, que ce soit Arnold Ouais, ou les il y avait, champions de l'époque. Muscle, Payform, Hillel, il y avait Santé Sport, il y avait des revenus à l'époque. Ouais. Ouais. Et est-ce que déjà du coup adolescent, tu t'es dit je veux aller à haut niveau de culture physique? Non. Non. C'est vraiment par passion. Non, c'était le plaisir de s'entraîner. Et après, même s'il y avait des compétitions au bout, c'était l'objectif d'une année sur l'autre. Quoi. Mais jamais sans me dire, Ça va aller. de là, c'est pas... D'accord. Donc c'était vraiment Ouais, par passion. je pense que si je m'étais fixé un objectif d'aller très haut, je n'aurais pas tenu si longtemps. D'accord. Parce qu'il aurait fallu beaucoup de patience. Ouais, forcément. C'est intéressant d'avoir ce feedback-là. Et du coup, comment ça se passait? Donc, c'était des entraînements 3 fois par semaine. Au jeune âge, est-ce que tu étais sur des full body, des splits? Qu'est-ce que tu avais comme background d'entraînement? Non, c'était un peu du full body, puisque c'était des exercices de base, quoi, du squat, du développé couché. À l'époque, le matériel était assez basique, hein, et quand il y avait une poulie avec des disques accrochés, c'était déjà bien. Quoi. Donc on avait des barres, des haltères, et on travaillait aux barres, aux haltères, aux poulies, au sol. D'accord. Ouais. Donc, Il n'y ouais, avait, il y avait pas de machine comme aujourd'hui, hein, ouais. c'est clair. Hein. Tu avais quand même des poulies, après c'était du poids libre, quoi. Ouais, que du poids. D'accord. Et du coup, après, comment s'est passée ton évolution? Est-ce que tu as vite progressé pendant ton adolescence au niveau de ta structure physique? Non, moi j'ai plutôt une tendance ectomorphe, donc j'ai pas vite progressé. Quoi. J'ai progressé, j'ai fait des compètes à partir de 14 ans, mais j'étais très léger. Mon premier championnat de France, je gagne à moins de 65 kilos D'accord. en 83. En fait, je suis resté à Céreste jusqu'en 84. Et puis après, en 84, je suis parti sur Marseille pour passer mon BE et faire mon cursus. Et là-bas, je me suis entraîné à l'Institut Longchamp de Daniel Coussieu. Donc il y avait quand même une émulation là-bas qui était beaucoup plus importante parce que déjà, je suis passé à un entraînement plus fréquent parce qu'on Ouais. passait tous les jours. Et ensuite, bon, c'est une salle où il y avait beaucoup de champions de France. Il y avait Daniel Coussieu qui était quand même quelqu'un qui tirait les gens vers le haut. Quoi. Là-bas, j'ai appris beaucoup au niveau de la dureté de l'entraînement et de la dureté du régime. Les gens étaient solides, quoi. Ça, c'est D'accord. important. D'accord. Ouais. Et peut-être aussi que l'environnement de
de la musculation et dans les années 80 déjà avait changé par rapport aux années 70? Est-ce que tu vois qu'il y avait plus de gens qui s'intéressaient à ça aussi? Oui. Au niveau des compétitions, ça avait déjà bougé. En plus, il y avait une grosse dynamique avec les boutiques Védère, avec Pascal Maréchal qui faisait venir, et Georges Adam de Marseille qui ont fait venir à Marseille Tom Platz, Berry Demey, Bob Paris, Corey Verson. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec eux, d'être invité avec eux, donc c'est vrai que ça crée une émulation importante. Parce que nous, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a Olympia, ils ont les formations en direct. Nous, il y avait Olympia en septembre, on avait les photos en février. Ouais, dans les magazines, on attendait, on ne savait pas ce qui s'était passé aux États-Unis, on ne savait rien. Donc on attendait tous les jours que la revue sorte. Moi, j'allais à Toulon, j'allais à Marseille chercher les revues Muscle Builder, ancien Muscle Fitness, pour avoir des news plus fraîches. Excellent, d'accord. Ah ouais, même sur l'entraînement, sur plein de choses, il fallait bouger, mais on n'avait rien de disponible. C'est vrai que quand les boutiques Builder sont arrivées en France et qu'il y a eu cette dynamique, ça a quand même été assez sympa. Pour nous, c'était l'Amérique qui arrivait. Ouais. Et puis du coup, il y avait toujours ce fait de savoir que les athlètes étaient peut-être plus mystérieux que maintenant parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas savoir tout ce qu'ils faisaient, tout. Mystérieux, non. Charismatique, oui. Ouais, voilà, c'est un mélange entre les charismatique. D'accord. Un gars comme Tom Platz, c'était un bébé de 5 kilos. Il avait des joues rondes, il était bronzé, il était blond. Et quand il est arrivé, on voyait que lui. C'est vraiment le bodybuilder le plus charismatique que j'ai vu, c'est Tom Platz. Ah ouais, d'accord, intéressant. Ouais, c'était vraiment énorme. Après, des gars comme Sean Ray, tout ça. Aujourd'hui, tout est lisse, quoi. Les seuls qui sont charismatiques aujourd'hui, je dirais Kegri, mais après, je suis d'accord. Après, il se passe quoi? Ça manque de personnalité. Il y en a beaucoup pourtant, hein. Il y en a énormément, mais il n'y a rien. Mais est-ce que, ça c'est une question aussi, je voulais venir plus tard, mais c'est intéressant, je vais rebondir dessus. Est-ce que tu penses que le fait que maintenant les athlètes aient complètement tout délégué à des coachs et fait qu'en fait ils perdent un peu leur personnalité parce qu'ils délèguent tout et ils sont plus vraiment maîtres de ce qu'ils font? Enfin, je sais pas si tu vois le point que je veux dire. Par rapport à avant où au final c'était des gens qui se construisaient avec des trainings partenaires. C'est une démarche personnelle, une quête personnelle, un enrichissement personnel de comprendre comment ça fonctionnait au niveau de la physiologie, au niveau de la biomécanique, au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. La plupart des gens qui cherchent des coachs, ils cherchent surtout des chimistes dans la compétition. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, de toute façon, je sais tout sur l'entraînement. Ce que je veux, c'est savoir les protocoles. Donc, les coachs d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut, les coachs d'aujourd'hui. Le gars, il a fait 2 compètes, ok, c'est un chimiste, il prend des risques. Moi, je sais que j'aurais du mal à exposer la santé des athlètes pour faire de la compétition. C'est une démarche que je ne ferai pas. D'ailleurs, je ne coach aucun athlète. D'accord. Ouais. Bon, alors, voilà, ça, c'est mon avis personnel sur les coachs. Hein. Maintenant, le gars qui prend un coach et qui se décharge complètement sur lui, perd au moins 50% des bénéfices de la culture physique et de ce que ça peut apporter de façon générale. Bien sûr, oui, parce que c'est aussi se découvrir, apprendre à se connaître, et si au final la personne ne maîtrise pas et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Quand tu vas dans les salles aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins 90% des gens qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, ben ça fait les pecs. Ok, ça fait les pecs. Ouais. Mais voilà, l'analyse physiologique et autres n'est pas... Même dans l'organisation, on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui font un groupe par jour et qui s'entraînent tous les jours. Ouais. Pas que c'est toi qui ne progresse pas après. Quoi. Un gars comme Bill Pearl, il faisait les groupes 3 fois par semaine. Donc il ne faut pas faire un groupe par jour. Hein. Oui, avec des approches plutôt full body du coup. Avec des protocoles qui étaient largement inférieurs à ce que les gens font aujourd'hui. Ouais. Et ça a été le premier bodybuilder au-dessus des 5 kilos. Oui, on mettra des photos pour ceux qui ne connaissent pas Bill Pearl, mais il est toujours vivant. Magnifique. Ouais. Et il partage énormément et c'est toujours très intéressant. Ouais. Et oui, il y a vraiment ce contraste entre toi, ce que tu as pu découvrir et ce qui t'a passionné à l'époque et puis ce qu'on voit aujourd'hui. Du coup, pour en revenir un petit peu plus sur le cadre de ton évolution et ton histoire, dans les années 80 en France, tu as commencé à pouvoir faire les premiers championnats de France et ce genre de choses. Comment ça s'est passé après? Est-ce que tu as gagné? Il y avait déjà des championnats de France dans les années 70, ça marchait très bien même. Hein. Il y a des compétitions à Paris, tout ça qui marchait très bien. Et c'est vrai qu'il y a eu une émulation, il y a eu des gens dans les années 80, Nono Sironte, il y a eu Daniel Coussieux, il y a Patrick Minetti dans la région, qui s'est peint. Il y a eu vraiment de très bons athlètes dans les années 80, de très beaux athlètes. D'accord. Il y a eu vraiment une bonne dynamique. Ouais. Ça, tu sens que ça t'a permis quand même d'être dans un cadre où la progression était plus motivante, plus sérieuse. J'avais 14-15 ans, quand je voyais des gens comme ça, pour moi, c'était une montagne, quoi. Même Gérard Fidel de Toulon, c'était des gens qui étaient énormes pour moi. D'accord. Jacques Deville. Ah oui, Deville, je vois bien qu'il ressemblait à Franzen, lui un peu, non? Jacques Deville, ouais, d'accord, magnifique aussi. Et du coup, à quel moment est-ce que tu es arrivé sur des plateaux de compétition de manière plus sérieuse? Est-ce que ça t'amène sur autre chose que des plateaux français? En fait, moi, en 85, j'ai gagné le championnat de France.
Et ensuite, j'ai eu des problèmes au genou, j'ai eu une chondropathie rotulienne qui m'a empêché de faire les cuisses pendant un bon moment, quoi, de m'adapter au niveau des cuisses. Après, je suis parti à La Réunion, ce qui fait que j'ai arrêté les compétitions de 86 à 93. D'accord. Ah oui, donc tu as eu une Ouais. grosse phase sans compétition. Ouais. Donc 86 à 93, là tu étais sur, entre 25 et 30 ans du coup? 86, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et en fait, j'ai repris la compétition en 93, j'ai fait un grand prix, j'ai fait les quarts de finale ou demi-finale IFBB à Manosque. J'étais loin d'être à 100%, mais en fait, j'ai été éliminé au premier tour. Bon, là, je pense que j'étais un petit peu mis de côté, mais le truc, c'est que sur cette compétition, j'étais vraiment spectateur de la compétition et j'étais complètement décalé par rapport à ça. Je me demandais ce que je faisais là. Quoi. Je regardais les gars se chauffer dans les vestiaires et je me disais, mais c'est absurde, quoi. T'es en maillot, t'es là, tu vas aller sur scène. Et franchement, j'avais complètement décroché parce que j'avais pas retrouvé un état d'esprit qui me satisfaisait, quoi. J'étais vraiment en dehors de la compétition de bodybuilding à ce moment-là. D'accord. Et pour moi, je pense que ça aurait pu être la dernière. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de fédération. J'ai fait une préparation qui était de meilleure qualité. J'ai ouvert ma salle en 93. Et en 94, quand j'ai fait mes premiers pas à la NABA, j'ai retrouvé, on va dire, des gens normaux, avec une approche humaine. Et je me suis senti bien de suite, quoi. D'accord. Et c'est ce qui a fait que j'ai continué. Du coup, les fédérations avant, c'était quoi cette fédération où tu t'étais pas senti forcément à l'aise? Qu'est-ce qu'il y a eu avant la Moi, NABA? j'ai toujours tiré à l'IFBB. D'accord, c'était l'IFBB. De 74 à 86, j'étais à l'IFBB. Et sur mon retour en compétition en 93, j'étais à l'IFBB aussi. Ok. Du coup, à l'époque, il n'y avait que IFBB et NABA, il y avait ces deux fédérations principales. Non, Tu avais déjà il y avait la WABA aussi. Et la WABA de. Il y avait la WABA, il y avait la WABA, il n'y avait pas encore la WPF. D'accord. J'ai fait une compétition à la WABA en 81, je crois, à Port-de-Bouc. Il y avait Serge Dubrin en démonstration avec sa femme Jacqueline. Là, il était vraiment en forme, il était vraiment très beau. Mais j'ai jamais accroché à la WABA. D'accord. Ça, c'est ma vie personnelle. Hein. Oui, bien sûr, après ça dépend d'un Les jeux ressenti. sur scène, les montres, les trucs, et l'approche de la compète et tout. J'ai jamais accroché à la WABA, l'esprit de la WABA. D'accord. Par contre, à la NABA, je me suis senti bien dessus. Donc du coup, Aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ok, donc en fait c'est la NABA où vraiment tu t'es révélé quand tu es revenu donc dans Ouais. les années 90, un peu passé. Et du coup là tu as retrouvé cet univers où tu t'es dit là je me sens à l'aise, j'ai envie de continuer quoi. En fait, quand j'ai repris la compétition en 94 à la NABA, j'ai gagné les quarts de finale NABA, j'ai gagné les demi-finales NABA, j'ai gagné la finale NABA. Après, j'ai gagné la sélection NABA pour Europe, Monde et Univers. Ah ouais, c'était ton année 94, ça c'était. Donc, je suis parti au championnat d'Europe, j'ai fait 3e pour ma première compétition internationale. Après, je suis resté une semaine chez Serge Dessel à Mâcon parce que les championnats du monde avaient lieu une semaine après en Belgique. Et par contre, en Belgique, je suis arrivé, j'étais à 300 calories par jour, ça faisait 6 mois de régime, et j'étais déconfiné. Voilà. Mais c'était une super compétition. Et après, j'ai relâché un petit peu, j'ai repris ma prépa, et j'ai refait Univers la même année, et j'ai fait 3e. D'accord. Alors Univers, donc là c'était déjà en international. Ouais. Et c'est la vidéo, il y a une vidéo de ton posing de 93, il me semble. Oui, C'est ça? Et de 94. De 94, Ouais, ouais. donc on la mettra. Ça, c'est mon premier Univers 94. D'accord. Je fais une comparaison. J'étais un peu dans le doute quand même. Puis au résultat, je fais 3e. Et j'étais content. Ouais, bah ouais. C'était super. Première présentation, c'est pas mal, hein, Mister Univers. Génial, bah ouais, là t'avais. Donc en fait, là à la Réunion, t'as pas chômé, donc t'as quand même continué à tenter. Bon, t'as eu ce problème de jambe, Ouais, mais. je me suis entraîné à la Réunion. Mais la Réunion, c'était difficile professionnellement. Donc, le bodybuilding, c'était. C'était mis de côté. Ouais, complètement. C'était mis de côté parce que c'est vrai que là, enfin, moi je vois, visualise très bien déjà cette condition que tu avais. Elle est déjà vraiment impressionnante en 94, là, sur cette vidéo. Tu étais déjà un excellent poseur d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant en fait. Est-ce que tu avais. Parce que du coup, ça faisait partie de ta première grosse année de compétition après un retour. Ouais. Et tu étais déjà très à l'aise, très bon poseur. Est-ce que tu y es revenu rapidement? C'est quelque chose, c'est presque un don pour toi ou c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé? Quelle est ton approche vis-à-vis de ça? Le posing, non, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, mais je pense qu'en fait, que moi, je fais de la compétition, j'étais très léger quand même. Hein, je tirais à 14 ans, 15 ans. Et je pense que le moyen de m'exprimer pour moi sur scène, au-delà du volume, c'était l'expression corporelle, quoi. Donc c'était un atout. Et on le voit souvent chez des gens qui physiquement
sont un peu en dessous du niveau et qu'on passe souvent par beaucoup plus d'expression corporelle. Ouais. Ouais. Et ça voilà, tu connais mon idée là-dessus, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque terriblement maintenant, cette notion d'expression. Et alors que ça peut permettre justement, voilà, Yann qui est pas bien loin et moi on en est plus ou moins la preuve à notre niveau, c'est que ça peut permettre de se détacher du lot aussi et d'avoir quelque chose de différent et d'apporter voilà, d'apporter un peu de fraîcheur ou quelque chose qui nous démarque. Et je trouve que c'est dommage malheureusement qu'on le voit de moins en moins. Il y a des années où il y a de très bons posings, même en inter. Hein. L'année dernière, c'était pas mal. À l'univers, c'était très bien. À Monde, c'était très bien. Il y a des années, on a eu des années. C'est vrai que les années 2000, fin 90-2000, en posing, c'était vraiment pas bon. Quoi. Ouais. Même il y avait chez Sean les Ray professionnels, tout ça. qui arrivait encore à faire c'était quelque pas chose bon. de très beau. Ouais. Mais aujourd'hui, on a quand même un retour revient. avec les catégories classiques. Les gars essaient de sortir des poses un peu plus originales. On retrouve des choses intéressantes. Mais la problématique au niveau du posing aujourd'hui, c'est la problématique du temps dans les compétitions. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde, Ouais, forcément. on ne peut pas faire du posing. C'est plus possible. Et il faut bien reconnaître que 90% des gars qui font du posing replacent que des imposés. Ouais. Si c'est pour avoir des imposés sur de la musique, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vrai que c'est une problématique. Moi je l'ai proposé en inter de se caler un peu sur ce qu'on fait sur le body show, c'est-à-dire de supprimer les posings libres et de faire une catégorie meilleur posing. Mais les Anglais sont très traditionnels, pour eux le posing libre ça fait partie de la compète et il faut le garder. Donc on le garde. C'est jouable encore aujourd'hui en hiver parce qu'il y a quand même un nombre limité d'athlètes, mais sur des compétitions où il va y avoir 1000 ou 1200 athlètes, c'est impossible. C'est pas possible de faire du tenable. posing libre. Non, c'est sûr. Tenable. Donc c'est vrai qu'au final, l'évolution du sport et de la, j'ai envie de dire, la médiatisation du fait qu'il y ait beaucoup plus de monde fait qu'on est forcément limité sur tout ça. Ouais, c'est vrai. Et même chez les professionnels, la plupart des compétitions pro aux États-Unis et ABB, il n'y a que les 6 premiers qui font leur posing libre ou des fois même que les 3 premiers. D'accord. Ouais, bah oui, c'est logique. Parce qu'en plus, c'est des posings qui sont forcément un peu plus longs. Et, Oh non, pas forcément. Ouais, à l'Arnold Classique, ils ont coupé Keglin. Ah ouais. Au bout d'une minute, ils l'ont coupé. Il n'a pas compris. Quoi. Ah bah oui. Les professionnels ou pas, c'est pareil, ils en ont rien à faire. Ah ouais. c'est pas. C'est une autre époque. Et du coup, pour ton Mister, donc 94 Mister Univers, première participation, troisième. Donc là, tu te dis, ok, là, le titre de Mister Univers, je vais essayer de courir après. Bah oui. Ouais, forcément. Ouais, ça donne un peu d'espoir. Donc là, sur ces combien de temps tu as participé au Mister Univers J'ai fait Univers en 94, 95. Ok. En 96, j'ai pas fait Univers, j'ai fait les championnats du monde que j'ai gagné à Stuttgart. Ok. J'ai pas fait les Univers parce que Marie devait accoucher au mois de septembre, donc c'était pas possible. D'accord. Et je l'ai refait en 96, 97, 98 et 99. D'accord. Ouais. Donc là, sur toutes ces années-là, ça a enchaîné. Est-ce que, comment ça s'est passé ces années de compétition? Est-ce que les plateaux étaient en train d'évoluer vers des physiques complètement différents? Est-ce que toi, comment tu l'as ressenti toutes ces années-là? 90, que fin 90-2000, on commençait à arriver sur Dorian Yates qui était pas loin aussi. Je pense qu'il était même déjà là. Oui, c'était déjà là. Ouais. Oui, je me souviens plus des années exactes, mais c'est vrai qu'on était en pleine évolution. 94, 95, Ouais. c'était déjà là. On était en pleine évolution de la culture physique vers quelque chose de plus épais, plus massif. Catégorie, la classe 4, c'est une catégorie où les gars sont assez massifs quand même. Après, il y a des années plus difficiles que d'autres à Univers. J'ai eu des années assez régulières. La dernière année, 99, c'était une grosse année. Il y avait un très très bon niveau. Ouais. D'accord. Il y a eu, je pense que les 2 plus grosses années à Univers en classe 4, c'est 99 et l'année où il y a eu les pistes avec David Dahan et le Coréen et tout ça. C'est les deux années où ça a été vraiment très bon. D'accord. Ouais, donc ça t'a quand même permis d'être sur les plus gros plateaux avec des gens comme Lipris, ça c'est quand même exceptionnel. Pas moi, David, oui, mais pour David derrière. Nous, sur l'année 99, il y avait sur 11 compétiteurs, il y avait quand même 10 champions du monde. D'accord. Impressionnant. Ouais, donc là ça change même ne serait-ce que des championnats du monde où en effet là c'est déjà des champions du monde qui sont là aussi. Quoi. Donc, génial. Bon, super expérience. Et du coup. Puis c'est surtout l'état d'esprit à Univers qui est sympa, de la convivialité. Moi, je sais que le premier Univers que j'ai fait, sorti de scène, j'étais accueilli par le président international qui à l'époque était Ivan Dunbar. Alors, Ivan Dunbar, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps là-bas. On voit beaucoup avec Arnold Schwarzenegger sur les photos qu'Arnold concourait. Quand le gars il vient vous féliciter, vous parler, tout ça, on ne voit pas forcément dans d'autres fédérations ce genre de truc. Et puis tu parlais de Bill Pearl, mais pour le coup, tu l'as au moins vu de visu dans les Mister Univers. Ils sont passés à l'époque, ils y venaient encore. Au 50e anniversaire d'Univers avec Steve Reeve, avec Mickey RJT, John Bond, avec les gars qui avaient gagné l'Univers dans les années, Roy Duval,
Donc il y avait du monde. D'accord. Ouais. Ouais, c'est quand même exceptionnel parce que toi, Reg t'étais Park. déjà. Ah oui, Reg Park est là. Ouais. Ouais. Donc d'avoir, enfin voilà, pour toi qui a 14-15 ans déjà regarder tout ça, de se retrouver sur des plateaux comme ça où il y avait tout Ouais. cet environnement, c'est quand même une Ouais. belle, C'est belle pas- évolution pour la compétition. Et du coup, bah, c'est vrai que maintenant, alors je vais peut-être me tromper, tu vas me corriger, mais au niveau de la NABA, en fait, tu es le représentant de la France pour la NABA. Comment Ouais. est-ce qu'on peut qualifier ça? C'est ça, Ouais, je suis le représentant français? représentant de la France pour la NABA et je fais partie des 8 membres du comité exécutif de la NABA. D'accord. Et je suis représentant pour l'Europe aussi, président européen. D'accord. Du coup, comment en fait tu es arrivé vers ça par rapport à la NABA? J'imagine qu'après tes années de compétition, déjà, Alors, est-ce que tu as arrêté la compétition 99? C'était ta J'ai arrêté, dernière année? j'ai arrêté la compétition en 99 parce qu'on est passé sur un club beaucoup plus grand. Et en fait, moi, je me suis entraîné jusqu'à janvier 2000. J'ai fait une démonstration pour la SNCF. Et après cette date-là, j'ai pu toucher une barre jusqu'à l'année dernière. D'accord. Parce qu'on est passé sur une salle plus grande. Et j'avais 6 cours de cardio par semaine, j'avais 4 cours de renfort, plus des cours de trad. Donc c'était impossible de s'entraîner. Donc j'ai bossé pendant ce temps-là. Et je ne pouvais pas m'entraîner. C'est vrai que j'ai repris l'entraînement et D'accord. ça me manquait personnellement au Ouais, niveau forcément. de l'entraînement, de la condition physique. Ouais. Et c'est vrai que Tom Platz aussi, lui, il a eu une période où il a complètement arrêté pour le travail aussi. Et parce qu'il avait envie que ce soit derrière lui. Est-ce que toi, tu avais vu ça comme ça dans le sens où pour toi, c'était passé et tu avais envie de plus avoir de lien direct même si Les dernières années ont été très dures au niveau de la préparation, au niveau de la compète. Moi, quand j'ai fait 3 fois deuxième, que la dernière compète, tu as le juge anglais qui te met 12e sur 11. Je pense qu'il y a un moment, il faut comprendre qu'il faut arrêter. D'accord. Donc, pour moi, c'est fait. J'ai pas de regrets. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le maximum que je pouvais faire. Je pense pas que je vais plus aller plus loin. Et j'avais besoin de passer à autre chose. D'accord. Non, c'était pas vrai. Alors, je me suis arrêté en 99, 2000. Et en 2001, c'est Klaus Hoffmann, le secrétaire international, et Ivan Dunbar qui m'ont contacté pour reprendre la NABA en France parce qu'il y avait des conflits au niveau de la NABA qui ont fait que le président qui était en place en France, Martinez, avait été exclu de la NABA. D'accord. Intéressant. Est-ce que tu peux revenir rapidement pour les gens éventuellement qui regardent et qui ne connaissent pas spécialement l'histoire de la NABA, depuis quelle année c'est en place? Et c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas déjà, toutes les années où Arnold Schwarzenegger, déjà à l'époque, c'était Mister Univers, c'était sur la NABA. Et en fait, c'est pour moi, enfin, c'est la fédération, je crois, tu me dis si je ne dis pas de bêtises, mais c'est avant IFBB, c'est la plus ancienne des fédérations. Oui, en fait, avec la AU aux États-Unis et la NABA, oui, c'est la plus ancienne fédération. En fait, la NABA, elle est issue de la revue Pills and Strength, qui date de 1800 et quelques, qui était une revue qui avait, à l'époque, il y avait des milliers de licenciés, c'était énorme. D'accord. Et ils ont organisé le premier Monsieur Univers, qui n'était pas NABA, en 1948, qui a été remporté par John Grimek. Je crois que c'était pendant l'exposition universelle ou pendant les JO de Londres. Et l'année d'après, en 49, il n'y a pas eu de compétition. Et en 50, la NABA a été créée et appelée NABA Univers. D'accord. Donc c'est parti de 1950 avec le premier vainqueur, c'était Steve Reeves. D'accord. Ouais. Qui a reçu un Sando comme trophée. C'est quoi un Sando? Ah, c'est un Georges Sando. Eugène Sando. Eugène, pardon. Oui. Eugène Sando. Okay. Donc, qui a reçu le premier trophée Eugène Sando, qui a été copié par Védère. En fait, Védère a copié les trophées, il a copié les catégories jusqu'en 1975, puisque l'IFBB avait des catégories de taille identiques à la NABA jusqu'en 1975. C'est après qu'ils sont passés sur les catégories de poids. D'accord. Donc, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte sur des plus jeunes générations, mais en fait, à l'époque, il y avait quand même un gros conflit entre NABA et IFBB. Ou est-ce que les gens étaient solidaires et faisaient les deux? En fait, le Védère a créé l'IFBB et les gens de la NABA concouraient à l'IFBB et à la NABA. Ok. Jusqu'en 1971. D'accord. Quand l'IFBB a commencé à prendre un peu plus de force, Védère a dit aux athlètes, maintenant, si vous voulez concourir à l'IFBB, je vous interdis de concourir à la NABA. C'est pour ça qu'il y a une lettre d'Arnold qui tourne sur les réseaux où Arnold s'excuse de ne pas pouvoir concourir au NABA Univers en 71, en 72, parce que justement c'est interdit par Védère, tout ça. D'accord. Donc Védère a tout verrouillé pour garder le monopole. Ouais. Parce que à l'époque, en fait, il fallait gagner un Mister Univers pour participer à un Olympia, mais du coup, qui était une autre. Non, comment ça se passait? Il n'y avait personne qui participait à Olympia à l'époque. Ils étaient 3-4 compétiteurs. Ah oui, d'accord. Arnold gagnait Olympia en 71, il est tout seul. D'accord. Ouais, il n'y avait personne. À savoir. Tous les athlètes qu'il y a, si tu regardes les photos, ils ont posté, là c'est l'anniversaire d'Arnold, ils ont posté une photo d'Arnold sur le podium. Dessus il y a Frank Zane, c'est le podium de NABA. Ouais. Il y a Frank Zane, il y a Boyarko, il y a Chris Dickerson, il y a Franco Colombu et Albert Beckels. C'est la NABA ça. Ouais. Védère, il a construit sa fédération sur les légendes de la NABA.
D'accord. Il a fait sa notoriété Bah ouais. les athlètes Ouais, de la il les a NABA. récupérés. Ouais, c'est vrai. Moi, Le seul, il y a encore Ferrigno a concouru aussi à la NABA, mais il y a 2 ou 3 athlètes qui ont concouru que à l'IFBB, et tous les autres viennent de la NABA. D'accord. Ouais, donc, en effet, c'est vrai que la NABA a créé l'IFBB clairement. Et après, Il a peut-être pas créé, même Joveller a concouru à la NABA. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, plus ça, un 50. En 51. D'accord, excellent. Ouais, non, c'est marrant à savoir. C'est vrai que les gens n'ont pas notion Mais de bon, moi. c'est vrai que les frères Vedder avaient une vision plus mercantile du bodybuilding. Quoi. Ouais. Ils ont fait de l'argent, que la NABA, ils n'ont pas cette volonté-là, ils n'ont pas ce... Oui, et puis j'ai l'impression aussi qu'il y avait à l'époque, c'est vrai qu'ils ont fait de la promotion, ils envoyaient les athlètes un peu partout faire de la pub, et puis ça permet de prendre une certaine expansion. Les Vedder. Ouais, bah ouais, aussi. Surtout les revues, avant tout, Vedder, c'était un organe de presse. Je crois qu'à une époque, c'était un des 3 plus gros organes de presse aux États-Unis. D'accord, ouais, c'est dingue. Et c'était avant tout un organe de presse qui utilisait les athlètes pour faire la promotion pour ses produits. D'accord. Ouais. En fait, les Américains sont très forts pour ça, pour créer du réseau et du business. Oui, Et c'est clair. Très bien. Et c'est pour ça que ça marche aux États-Unis. Nous, on ne sait pas le faire aussi. Ouais, Ici, les gars, ils sont sponsorisés aujourd'hui. Ils ont 2 boîtes de prod par mois, ils sont contents, quoi. Ouais. Les gars, les marques de diète, elles font des millions d'euros de chiffre d'affaires. Elles vous filent une boîte de protéines. Ouais. Oui, non, c'est sûr que ça manque un peu aussi cet esprit de. Ouais, de et le problème, c'est qu'ils trouvent toujours quelqu'un qui va accepter de prendre 2 boîtes de prod pour faire des photos et faire la promo. Ouais. Donc, forcément, tu ne peux pas faire monter les choses et négocier les contrats. Oui, et puis si tu ne crées pas à côté, c'est très compliqué maintenant, sauf peut-être pour les top 6 ou autres des meilleurs, de pouvoir en tirer réellement quelque chose. Quoi. Ah, il faut être productif, il faut. Si un sponsor te fait 100 €, il faut que tu lui permettes d'en gagner 200. Bah ouais. Voilà, donc comment tu vas lui faire gagner de l'argent à ce sponsor? Par ton image, par ta communication, par tes followers. C'est ça, le problème il est là, c'est que le sponsor, c'est pas donner de l'argent aux athlètes comme ça, quoi. C'est pas jeter de l'argent. Alors, c'est une faut qu'il y ait un retour. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, le retour en body, il est compliqué. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas, forcément, vu les extrêmes qu'on a Surtout en atteints. France. Du coup, la NABA, donc, tu as repris en 2001. Et Ouais. du coup, à quel moment est-ce que le Reapers Body Show, ce fameux show que tu animes, est arrivé dans l'équation, en fait? Est-ce qu'il existait Les premières déjà à années, l'époque je contactais les athlètes, je pensais compétitifs en inter, et puis on partait Ok. faire les compètes. Tu sélectionnais, en fait. Ouais, c'est vraiment. moi qui faisais la sélection. Et ensuite, on a créé le Body Show en 2002, je crois, le premier. D'accord. Je ouais, m'en donc pas souviens même longtemps plus. après. Normalement, l'année prochaine, c'est le 20e. Ah, ok, C'est oui. 50 bon. D'accord. Ça fait 20 ans déjà. Ok. Ah oui, Ça va incroyable. faire 20 ans. Donc, et du coup, c'est devenu la plateforme d'accès pour la NABA. L'univers, et C'est pour ça. la NABA et la WFF. Pour la WF. Ouais, la WFF, en fait, la WFF, elle est un peu issue de la NABA. Elle n'est pas issue de la NABA, elle est un peu en parallèle de la NABA, mais c'est une filiale légère, en fait. C'est pour permettre aux gens plus légers de pouvoir faire de l'international. D'accord. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, à la NABA, il n'y avait que 4 catégories de taille. Et ça limitait l'accès par rapport au niveau. Oui, forcément. Mais la WFF, c'est une fédération qui est issue du Grand Prix d'Anvers. Alors, le Grand Prix d'Anvers, c'était un Grand Prix des pays de l'Est avant que le mur de Berlin tombe, que le régime communiste tombe. Parce que les athlètes des pays de l'Est n'avaient pas le droit d'aller faire les championnats du monde à l'IFBB. Ah, bah oui, parce que D'accord. Ouest et Est. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, il y avait le Grand Prix d'Anvers qui regroupait, c'était un peu le championnat du monde des pays de l'Est, D'accord. qui était organisé par Edmundas Dovaras. Et quand le mur est tombé, Edmundas s'est rapproché de Klaus Hoffmann, qui était le président, le secrétaire international de la NABA. Et ils ont créé la WFF pour avoir une filière plus légère. D'accord, ok. Ah, c'est Mais comme ça, c'est beaucoup de présidents de la WFF sont aussi présidents de la NABA. D'accord, donc maintenant, c'est très lié, en fait. Alors, aujourd'hui, il y a une scission parce qu'il y a une divergence. Graham Lansfield, qui était président de la NABA et de la WFF, a perdu sa place au niveau de la NABA. Et il y a un peu des querelles entre les Anglais et les Australiens, ce qui fait que la NABA et la WFF ont pris des voies différentes. D'accord. Ok. Et c'est vrai que sur le Reapers Body Show, est-ce que les premières années, c'était que de la catégorie bodybuilding ou est-ce que c'est... Non. Non, c'était déjà On a- ouvert à on a vraiment l'athlète. toujours fonctionné sur des catégories plus WFF que NABA parce que c'est beaucoup plus accessible. D'accord. Aujourd'hui en France, si je mets 4 catégories NABA et 4 catégories de taille, je vais avoir 5 compétiteurs. Quoi. Ouais. Parce que le niveau n'est pas assez haut en France pour pouvoir mener les gens en inter. Et dès que les gens ont un peu de niveau, ils ont des prétentions pour les cartes pro à l'IFBB. D'accord. C'est ça, le problème de la carte pro IFBB aujourd'hui, c'est
que les athlètes qui passent pro IFBB n'apportent rien à la Pro League parce qu'ils n'ont pas le niveau vraiment professionnel. Par contre, on perd énormément chez les amateurs des athlètes de bonne qualité. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, même dans l'environnement global, même quand on ne connaît pas forcément les compétitions, l'IFBB, enfin, c'est vraiment le marqueur qui retient les esprits de tout le monde. C'est tout le monde veut faire IFBB, tout le monde c'est le plus gros, alors que quand on prend un peu de recul pour ça, pas forcément. Et puis qu'on voit les compétitions en France et autres, c'est un peu, enfin, voilà, c'est un peu particulier. La scission de la Pro League et de l'IFBB international a été pressentie déjà depuis quelques années. Déjà avant VDR, quand il y avait VDR, il y a eu des frictions, mais après, quand les VDR sont décédés, c'était évident que ça allait clasher à un moment donné. Donc après, l'IFBB international aujourd'hui, c'est plus grand chose, quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui attirait les gens à l'IFBB? Qu'est-ce qui attire les gens à l'IFBB? C'était Olympia et le circuit pro. Parce que les gens, ils avaient l'impression que s'ils vont à l'IFBB, ils font partie de cette caste-là, de l'élite, du body, du côté prestigieux. Alors que pas du tout, quoi. Mais c'est toujours comme ça. Et le problème, c'est que comme l'IFBB international a perdu ça, ils sont tous à la Pro League aujourd'hui. D'accord. Mais c'est pareil, quoi. C'est un attrape-couillon. Ils vont payer 150 €, 200 € pour faire une compète. NPC, après ils vont payer leur carte pro s'ils ont leur carte pro, ils vont faire du fond de scène. À part un ou deux qui ont peut-être un potentiel. Franchement, je crois que l'année dernière, ils ont donné 2000 cartes pro à la Pro League. Quand on voit qui a émergé de ça? Personne. Voilà. Un nom aujourd'hui qui a émergé de ça, il n'y a personne. Et c'est vrai que c'est la triste réalité. Le nombre de cartes qui ont été données, alors qu'on se dit que c'est vrai quand on repense à l'époque, ils étaient une vingtaine de grands noms. On les connaissait les noms. Physique, c'est ça. Aujourd'hui, on ne les connaît plus. Oui, non. C'est noyé dans tout ça. Et non, justement, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue là-dessus, si tu as envie de le partager, de savoir que toi qui es passé par cette différente évolution du bodybuilding, est-ce que tu l'as vu arriver toute cette évolution vers quelque chose où tout le monde a perdu un peu de l'IFBB, on l'a vu arriver. À cause des tensions chez Weather et autres. Avec Jim Manion. Déjà, il y avait eu des problèmes avec Wendy Melia, il est parti. Ils ont mis Jim Manion en place. Jim Manion, c'est le NPC, c'est le National Physique Committee, c'est la fédération américaine de bodybuilding. Et ça s'en peut venir. Il n'a pas besoin de l'IFBB international. C'est évident. D'accord. Forcément. Et du coup, j'aimerais rebondir sur un point que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé super intéressant et qui va, surtout pour les gens qui regardent ce podcast, c'est en fait tu as dit qu'à l'époque, si tu t'étais visualisé à haut niveau, tu n'aurais peut-être pas continué par peur de te dire j'ai pas la patience pour atteindre du haut niveau. Et je pense que c'est quelque chose qui est à partager aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait c'est plutôt par passion qu'il faut s'entraîner et puis là, cette euphorie autour de la culture physique. Il faut vivre l'instant présent. La compète, tu prends autant de plaisir à faire une compète régionale ou nationale qu'à faire un Monsieur Univers. Parce que tu es dans une compète qui correspond à ton niveau et dans laquelle tu es compétitif, pour lequel tu vas te battre et tu vas vivre quelque chose. Si c'est pour aller faire Olympia et tenir le rideau en fond de scène, tu vis rien. C'est clair. Tu vis rien. Et au final, pour prendre ton exemple et ton expérience, sur les années où tu as au final été sur du haut niveau et avec un physique exceptionnel, ça a été sur toutes les années 90, donc en fait entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 35. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les gens cherchent à être à haut niveau à 21, 22 ans. Il y a eu des gens au niveau. Oui, même Arnold. l'IPS, Arnold, il y a eu Richie Gaspari, il y en a eu. Et c'est génial, mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça arrive 10 ans plus tard, c'est pas grave. Peut-être que c'est même encore plus sympa parce qu'on prend le temps du processus aussi. Tu as une maturité musculaire qui est différente. Et puis ça s'inscrit dans la durée. Les étoiles filantes, on en a vu, des gars, ils sont venus, ils ont gagné les championnats de France, les championnats du monde, et puis ils ont disparu à tout jamais. C'est pas la finalité du truc. La finalité, quand même, c'est de rester en forme, d'avoir un physique correct. La compétition, c'est bien, mais c'est pas une finalité, la compétition. Et ça je pense que c'est quelque chose qui biaise beaucoup aussi parce que maintenant, des gens qui n'ont, ne serait-ce que pas d'expérience, ça parle tout de suite de compétition et en fait, on a l'impression qu'ils s'intéressent au sport parce qu'ils veulent aller dans la compétition. Ce qui est vachement parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Il y a peut-être ça aussi qui est dans l'équation. Le gars, il va gagner le championnat du monde de lambda avec 3 compétiteurs. Et puis il revient, il dit je suis champion du monde, il le met sur les réseaux, il fait le buzz. On a des champions du monde partout maintenant. Il a 200 followers, il est content quoi. Et sinon de son cul, il passe à 3000. Oui, non, c'est un vrai biais de tout. Non, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut l'accepter, il faut vivre avec. C'est pour ça qu'il faut le faire par rapport à soi. Vivre chaque instant et avoir ses objectifs, ses valeurs, garder ses valeurs, c'est important. Garder sa santé aussi.
et puis faire son chemin dans la durée. Et peut-être en fait ne pas forcément s'intéresser, comme tu le dis, à la finalité, au résultat, parce qu'il y a tellement d'éléments dépendants qui sont pas de notre volonté et autres que en fait maintenant on voit des gens qui pètent des plombs ou qui font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le titre ou parce qu'ils n'ont pas le soi-disant. On en a toujours vu comme ça. Hein, oui, pas forcément. Ah, depuis longtemps, hein, les gens qui pètent des plombs parce qu'ils n'ont pas le titre. J'en ai vu. Et des fois à tort ou à raison, même des fois. Souvent à tort. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est dommage parce que c'est comme tu dis, c'est pas la finalité. La finalité c'est aussi d'aller chercher. Pour la compétition, c'est un moyen d'aller chercher une étape peut-être dans son physique qu'on aurait. Si on ne s'était pas mis ce coup de fouet, on n'aurait pas pu avoir, et c'est d'apprécier tout ce processus-là. Il faut choisir des compétitions où il y a du niveau, mais dans lesquelles on reste compétitif. Pas que ce soit trop facile, il faut vivre des trucs, il faut batailler, il faut faire des comparaisons, c'est sympa, quoi. Ouais. Bah oui, et puis tout cet environnement, en effet, comme tu dis, il y a ce côté de partage est sympa, même si ça peut être des fois un peu de friction, mais c'est bien aussi, dans une certaine mesure, c'est la compétition. Voilà, c'est ça, donc c'est cool. Et du coup, pour revenir un peu pareil sur tes années de compétition, moi c'est plutôt côté nutrition qui m'intéresserait qu'on évoque rapidement ton point de vue, parce que comment ça se passait? Là, tu disais qu'une année tu avais fini à 300 calories. Est-ce que c'est des approches où tu as été extrêmement drastique sur les phases de compétition avec des totaux caloriques qui étaient très très bas, ou est-ce que, avec maintenant l'expérience que tu as... était très bas parce que j'avais 6 mois de diète et que mon métabolisme ne répondait plus et que j'avais serré jusqu'à un moment où c'est sans issue, quoi. Même à 300 calories, tu te voiles et puis tu ressembles plus à rien, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait une approche de la diète qui était bien plus rigoureuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des pré-workouts, des post-workouts, ils ont des trucs qui ne prennent pas dans le workout. Il y a plein de choses qui servent absolument, à mon avis, qui servent absolument à rien. Ouais. C'est que du business. Après, ils vont se payer des salles à 19 €. Mais ils vont s'acheter des trucs qui ne servent à rien à côté. C'est ça. Alors que ça part de la salle, quoi. Si les gens sont dans une salle où il y a une émulation, où il y a une dynamique, où ils peuvent rentrer, programmer une séance parce qu'il ne faut pas attendre 3 quarts d'heure et développer le coucher parce qu'il y a un gars qui est au téléphone dessus, mais voilà, ils vont progresser. Tout le problème, il est là, quoi. C'est qu'ils en ont pour 19 €, quoi. Ouais. Et au bout du compte, on a globalement un niveau qui est beaucoup plus bas que dans les années 90 sur les scènes de body en France aujourd'hui. Et dans le monde entier, c'est pareil. Oui, c'est vrai que c'est entre des flex wheelers et autres, il y a eu autant génétiquement que sur la qualité physique, une explosion à ces années-là. Aujourd'hui, les gars, c'est dans la facilité, ils ont des protocoles qui nous font halluciner, quoi. Et ils se mangent 3000 calories par jour et ils sèchent, quoi. Ils sont tranquilles, ça n'existait pas, ça. Ouais. Moi, j'ai vu à l'époque, quand j'étais avec Ronnie en 99, il mangeait ça de riz avec son steak et il faisait déjà 120 kilos, quoi. Et après, les gars, ils me disent, moi, je suis à 3000 calories. Ouais, ok, les gars. Je veux bien, ils sont dans la facilité. Le problème, c'est que si tu es dans la facilité, tu n'évolues pas sur du long terme, tu n'évolues pas. Et puis même, ça crée des problèmes de santé aussi. Oui, la balance est peut-être trop aller sur la chimie. Oui, de budget. Des gens qui se mettent dans la merde. Le gars qui se met 5, 6 ou 7 000 € de chimie par an, combien d'années il va durer comme ça? Oui, autant financièrement. Alors, tant que tu es motivé, que tu te sacrifies, ça peut passer. Mais quand ta motivation baisse un peu et que tu réfléchis, tu te dis, bon, les gars, je vais me payer un voyage à ce prix-là. Ouais. Ce sera plus sympa. Ou une moto. Ou une moto. Ouais, non, c'est incroyable. Et pour tu vois, dans les années 80-90, parce qu'autant, forcément, les compléments étaient mis en avant par Weider, mais est-ce que dans la réalité des choses, il y avait quand même des compléments alimentaires qui étaient utilisés ou pas tant que ça au final? Quand j'ai commencé, il n'y avait pas les seules protéines qu'on trouvait qu'on voyait sur les revues, c'était les revues des protéines de VDR. D'accord. Il y avait, en France, on avait les protéines d'Arifago, la protéine de cheval, là. Et ça, personne n'en prenait, je pense. Et nous, on achetait en pharmacie des protéines glycose qui s'appelaient hyperprotéine 92. C'est la protéine qu'on filait au bébé et qu'on mangeait nous, et qui avait un goût de poisson pourri, quoi. En fait, une fois que tu avais mangé la protéine, tu ne parlais plus à personne. C'est très difficile à avaler. Début des années 80, on a eu les premières multiforces à l'éco qui sont arrivées avec des pare-feuilles. Là, c'était le paradis. C'était le paradis. Et après, ça s'est développé. D'accord. Et après, c'était la protéine base, c'était la caséine. Hein. Bien plus tard, ils ont sorti la whey, les BCA. Ouais, donc tout ça, c'était tous ces BCA, ces machins. Et les gars, si tu vas sur le net et que tu regardes, même au niveau national, tu regardes les compétitions WABA, les compétitions IFBB ou NABA, au niveau national, dans les années 80-90, le niveau était plus haut qu'aujourd'hui. Les gars, ils étaient gros, ils étaient secs, quoi. Ouais.
Et il y a Et ils des avaient mecs pas qui tout sont ça, hein. jamais passés pro. Enfin, je pense à Rory Ledelmeyer, je sais pas si tu vois qui c'est, Oui. qui avait un physique qu'on voit même pas sur des scènes. Enfin, À selon l'époque, pour passer pro à l'IFBB, il fallait fallait un- gagner le NPC. Le overall, quoi, le national. Là, il s'était fait Il y en passer avait devant un par par Bob an. Paris. Ouais. Et un par an et les 4 champions du monde l'IFBB, c'est tout. Ouais. Donc ça limitait forcément le fluide. Ouais. Ça Mais c'est limite le peut-être flux. T'as un gars comme Matt McDonald, il n'est jamais passé pro non Ouais, plus. voilà, ouais. Il y en a eu des bons. Donc c'est Ouais. alors que maintenant c'est l'extrême inverse en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on valorise la médiocrité pour faire du volume et rentrer de l'argent, quoi. Ouais. C'est tout. J'ai presque envie de dire quitte à perdre ses valeurs initiées Oui. dans la culture physique à la base. Ouais. À une époque, tu t'entraînais pour monter dans une catégorie pendant des années, je me suis entraîné pour essayer de passer en moins de 80 kg, quoi. Ouais. Les juniors, passer en moins de 80 kg, c'était la panacée, quoi. Tu t'entraînais pour ça. Aujourd'hui, bah, tu fais pas moins de 80 kg, c'est pas grave, les gars, tu me changes, tu vas tirer en physique ou tu trouves toujours des catégories pour concourir. Ouais. Alors, c'est bien, parce que tout le monde peut faire de la compétition. Mais après, je pense qu'au niveau de la valorisation, tu ne peux pas valoriser un gars qui va être léger comme un gars qui va faire Olympia, quoi. Il faut faire deux poids, deux mesures, quoi. C'est autre chose. C'est pas moins bien, mais c'est autre chose. Oui, et puis il faut garder un axe de progression parce que, comme tu disais, au final, L'axe si de on progression. reste dans, que ce soit les men's physiques ou autres, ça veut dire qu'on n'a jamais besoin forcément de travailler sur ses cuisses. Enfin, tu vois, dans l'idée, donc en fait, ça bride la progression de se dire, bah, je suis dans ma catégorie, donc je vais pas continuer à chercher à plus Les évoluer. gars ont des super physiques. Moi, ce qui me dérange le plus dans les men's physiques, c'est le protocole. Les 4 positions en repos, c'est pour les handicapés moteurs. Hein. T'as l'impression que le gars il part pour te faire une superbe pose avec un posing Et oui, ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Voilà, c'est comme si tu prends de l'élan pour faire un saut en longueur et que tu t'arrêtes sur la planche, quoi. Ouais, c'est bien la comparaison. C'est un peu ça, tu vois, les D'accord. physiques aujourd'hui, alors qu'ils ont des physiques magnifiques, les gars. Mais je ils sont comprends aussi pas. gros que les mecs de l'époque, d'ailleurs, en body, des Bob Paris et tout, c'est plus des types de physique qu'on voit maintenant dans du men's physique. Ils sont même encore plus, parce qu'ils ont des épaules qui sont surdimensionnées maintenant. Je pense que beaucoup de gens qui tirent en main physique ont peur de tirer en body. Ah bah oui, bien sûr. Alors que c'est une erreur, ils pourraient être autant compétitifs en body. Ben, ils sont en train de transiter sur les classiques physiques. Oui. La plupart, ceux qui ont envie de... Ce qui est regrettable sur les classiques physiques, c'est qu'on n'est pas... Moi, quand j'ai vu les premières compétitions de classiques physiques aux États-Unis, je m'attendais à ce qu'on juge l'esthétique, la beauté, le physique classique en X, parce que c'est notre culture méditerranéenne. Mais les Américains, ils ne sont pas du tout sur ça. En fait, les classiques physiques, c'est du body, plus léger. Avec une catégorie de poids, voilà. Ils sont jugés sur la définition point barre. Ligne ou pas ligne, ça change rien. D'accord. Et ça, c'est un peu décevant, c'est dommage. Bah voilà, moi je suis forcément déçu, oui et non, parce que de toute façon, je m'attendais à rien, mais c'est vrai que je me posais la question de savoir s'ils allaient valoriser quelque chose de plus subjectif sur vraiment le charisme, sur tout ça, à l'esthétique. travers le classique physique. Et ça n'a pas l'air de Pas prendre. du tout. Et C'est pas du tout ça et c'est pas du tout dans leur culture. Bonjour. Oh, moi je check. Un élément perturbateur. c'est pas grave, ça se calme. Ça fait rien, je Oui, ne oui. pas longtemps. C'est pas du tout dans leur culture en fait de travailler sur ce qu'ils appellent des physiques classiques. C'est pas leur panacée. Et toi, pour le coup, qui par rapport à la NABA, qui est en contact avec l'environnement européen des autres des autres représentants de la NABA et des gens qui sont là depuis quand même longtemps, ils ont ce même ressenti ou comment ils voient la chose? C'est des cultures différentes. Nous, les Méditerranéens, on est très axés sur l'esthétique. Les Anglo-Saxons, beaucoup moins. Et tu peux pas discuter de ça sur une assemblée internationale. Tu peux pas dire on va prendre une orientation plus esthétique parce que nos goûts à nous ne sont pas leurs goûts à eux. C'est presque culturel en fait. C'est culturel. D'accord. Tout à fait, c'est culturel. Donc tu peux pas discuter de ça, c'est impossible. Ben ouais, mais après, tu vois, quand on voit un Bill Pearl, un Zane qui était quand même des gens des États-Unis, à l'époque, ils valorisaient quand même un Steve Reeves, tout ça, on était beaucoup sur l'esthétique. Ou est-ce que parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'être plus gros à l'époque, peut-être? Mais à l'époque, ça s'appelait de la beauté plastique. Ouais, Donc la démarche n'était pas la même. c'est pas pareil, ouais. Non, c'était pas pareil. D'accord. Et on est allé vers quelque chose de plus haut, de plus sec, parce que aussi c'est beaucoup plus facile à juger. Oui, un les gars critères sont un gars plus qui simples. juge et qui est assez instable et qui regarde, le plus gros, le plus sec, ça lui pète aux yeux, c'est facile. Par contre, le plus beau, c'est qui le plus Comment beau? choisir, C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, C'est beaucoup plus compliqué. c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est plus facile de juger la quantité et la qualité. Parce que dans les jurys, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des anciens athlètes, il y a des gens qui ont des qualités de juge, et puis il y a des gens qui n'ont pas de qualité de juge, là, qui se laissent influencer par le protocole. Si on prend un protocole de jugement à l'IFBB, tu regardes Olympia, rien qu'avec le protocole de jugement, tu sais où tu vas classer les athlètes et la place qu'ils vont faire. Ouais. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Comme il y a des stats et qu'ils ont besoin de rentabilité pour garder leur place,
tu suis le protocole de l'appel des juges, et tu fais ton classement, et tu es pile poil sur ce qu'il arrive à la fin. Hein. Ouais. Je vais faire une remarque là-dessus. Après, par rapport au jugement, moi je vais pas me plaindre ou quoi, mais si tu veux, c'est vrai que l'année dernière j'ai fait une fédération et on m'a dit, je sais pas si tu savais ou si tu l'avais vu, j'ai fait mon double biceps avec mon vacuum et il y a une des juges qui est venue me voir après qui m'a dit mais votre truc avec le ventre là, il faut arrêter ça. Et elle savait pas ce que c'était. Ça te donne un niveau de compétence des juges. Et voilà, et là je me suis dit, bon déjà j'ai dit cette fédération c'est fini, et je me suis dit c'est ça en fait, les gens n'ont pas l'histoire, ils ne se sont pas intéressés à la culture physique, si on remonte à l'opposé, l'IFBB international, un classique, impose le vacuum maintenant aux athlètes un classique. Oui, bah, c'est récent, ça fait même pas un an. Oui, c'est récent. Ouais. Mais bon, imposer le vacuum, c'est con. c'est pas obligatoire, ouais, parce c'est qu'il y comme a des... imposer les ocus chez les bodybuilders. Bah, c'est ça, ouais. C'est absurde. Parce que Ben Fato a jamais fait un vacuum et il a un des physiques pour moi qui est plus magnifique et esthétique et old school qui soit. Bien sûr, il y a plein de gens qui ne font pas le vacuum et qui sont c'est ça. John Terrilli, il y en a plein. C'est ça, donc ça peut être un outil à utiliser pour ceux qui ont la morphologie. Ça peut être un plus pour ceux qui arrivent à le faire, et c'est pas forcément pénalisant pour ceux qui ne le font pas. Et c'est vouloir catégoriser, en fait c'est toujours le problème, c'est de catégoriser trop les choses. En base de l'examen, quand tu as une fédé, la fille elle te dit je sais pas ce que c'est, il ne faut pas le faire. L'autre, c'est obligatoire. Et puis sur un IFBB, c'est extrêmement strict au niveau de la position. Alors moi, je crois que je fais ma position de travers et tout, je me fais gerter là-bas. Oui. Donc ça, c'est quand même... ils ont cassé un peu la personnalité de la pose qu'on pouvait faire avant. L'identité des athlètes. Ouais. Et peut-être ce qui conduit également au fait qu'il y a un manque quand même de charisme et de personnalité chez ce qu'on retrouve. Le problème des IFBB, c'est qu'ils ont couru pendant des années derrière une reconnaissance olympique. Et donc, ils ont essayé de cadrer, de donner des codes et des normes plus rigoureuses pour correspondre à cette identité olympique. Le problème, c'est qu'ils ont perdu leur identité. Quoi. Et c'est vrai que les compètes, après, ils ont mis 500 compétiteurs qui passent à chaîne avec 30 secondes. Voilà, bon, après, il y a des gens qui prennent du plaisir à faire ça. Moi, je sais que j'ai aucun plaisir à faire ça. Ouais, ça casse la dynamique. Les gars, ils font leur note classique, mais ils passent 30 secondes sur scène. Avec 6 mois de préparation et tout ce que ça engage. Et puis j'ai entendu des histoires de personnes qui, suite aux des problèmes d'organisation quoi, ne peuvent même pas passer parce qu'il y a trop de monde et il n'y a pas le temps. Parce que ça arrive que voilà, là c'est quand même dur. Je peux comprendre que les gens pètent des pondères. C'est pour ça que j'ai envie d'en revenir au fait. Et puis c'est aussi la question un peu finale que je voudrais poser vis-à-vis de tout ça. C'est qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune aujourd'hui qui rêve un peu par le bodybuilding, la culture physique. C'est de partir sur cette idée que la compétition c'est pas la finalité de 1 et de se concentrer sur soi. De s'informer, de se prendre en charge. Même si pas un coach, c'est de comprendre ce qu'il fait. Ouais. La compréhension c'est important parce que la plupart des gars ne comprennent pas ce qu'ils font. Aussi bien au niveau de l'alimentation qu'au niveau de la supplémentation que de l'entraînement. Donc essayer de rester impliqué dans la préparation, ça c'est important parce que dans le temps, ça permettra de s'enrichir et d'être autonome. Et après s'entraîner, être ouvert et faire de la compétition et des objectifs progressifs. D'accord. Prendre du temps, progresser. Et, puis... et par rapport à une approche globale, tu sais, il y a un petit toutou qui T'as des gens comme Tom Platz qui vont dire en effet le bodybuilding c'était l'euphorie, c'était que du plaisir, et t'as des gens comme Dorian Yates qui vont dire moi c'est un peu plus ou moins la torture, c'est mon donjon, c'est mon truc, et au final on a la preuve maintenant que les deux approches marchent. Mais toi pendant tes années entre guillemets au plus haut niveau, quelle a été ton approche? Est-ce que c'était plutôt une approche très stricte, très dure, ou est-ce que quand même tu étais resté ouvert socialement à la vie, à tout ce que tu avais autour? C'était très strict. C'était très strict, donc plutôt sur une approche un peu à la Mike Meltzer ou sur la préparation, ouais, c'était très dur. D'accord. Ce qui t'a un peu presque dégoûté sur la fin aussi, quoi. Non, dégoûté, non, mais je pense que j'étais arrivé à ce que je pouvais faire au mieux. Ouais. Et voilà, quoi. C'est comme ça. D'accord. Et j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire, ouais. D'accord. Après, passer à au-delà, j'aurais pu le faire, hein, mais ça ne m'intéressait pas, c'était pas dans ma démarche. Et c'est vrai que mes préparations étaient très dures. Et sur la fin, donc tu étais en général souvent en dessous des 1000 calories sur les derniers temps, les dernières semaines. Oui, ça arrivait. Ouais, ça arrivé. Pas les dernières années parce que j'étais plus lourd, j'avais des entraînements avec plus de charge. Donc j'étais un petit peu plus haut, mais j'étais quand même largement dessous de ce dont j'avais besoin. Et sur un point de vue, tu sais, ce qu'ils appellent maintenant communément la peak week, on voit des trucs, des protocoles, je parle même pas de chimie, je parle d'hydratation, de tout ça, hyper particulier, hyper bizarre au niveau des glucides, au niveau de tout. Quelle était l'approche à l'époque? Est-ce qu'il y avait ces phénomènes de recharge énormes? Il y avait déjà la recharge, mais on avait une alimentation qui était plus basique et plus simple et faite d'aliments qu'on préparait nous-mêmes. On n'avait pas
crèmes à 0 calories, de pancakes, des trucs comme ça. Ouais. Même aujourd'hui, je pense que si j'avais une préparation à faire, je Tu ne passerais pas là-dedans. tu resterais sur du basique. Ouais. Les chips et les tucs avant de monter. Donc comme quoi c'est pas forcément nécessaire pour le haut niveau, Non, hein, contrairement à ce qu'on franchement, essaye de nous dire. Bon, après, Marie, elle dira que je suis pas funky. Mais franchement, non, ça ne m'intéresse pas. Je resterai sur les flocons d'avoine, mes œufs, mon poulet, mon riz, mes pâtes Ouais. et du basique. Parce que tu sais que tu tolères, il y a aussi ça. C'est une Ouais, et puis je alimentation sais ce qu'il y a personnelle. dedans, je sais ce que je mange. Ouais. Et voilà. Et puis j'ai du mal à associer la notion de plaisir et de préparation. Ouais. Toi, il a vraiment à discerner ça quand c'est la préparation, Ouais. c'est quelque chose de vraiment T'en contrôlé fais pas, jusqu'au bout. et t'es strict. pas là à te faire des pancakes avec de la confiture. Quoi. Ouais. Ça n'a pas d'utilité dans ce que je fais. Quoi. Ouais, forcément. Et puis ça permet peut-être mentalement aussi de se conditionner sur le fait que tu sais que tu es en train de tout Ouais. donner pour. Et de Ouais, pas, quelque part, couper le plaisir, c'est aussi une manière de se dire tu te laisses aucune chance à ce que tu sois un peu en dehors de tes pompes dans ta tête. Et autres. Par contre, tu as toujours été très à l'aise sur le posing, alors que maintenant on voit des gens qui arrivent dans un état de fatigue tellement intense que poser c'est presque difficile. Même si j'arrivais à un état de fatigue intense, c'est un jeu de rôle. Après, sur scène, t'as pas à montrer ta fatigue. Peut-être parce que les gens travaillaient pas assez ça. Pourtant, tu travailles pas énormément le posing non plus. Non, je travaillais pas énormément parce que je voulais garder le côté émotionnel du posing. Parce que Ouais. quand tu le fais 25 fois, le posing, Avec la musique, forcément, tu perds le côté émotionnel. Totalement. Ouais, Donc c'est vrai. mon posing, même si j'avais trouvé la musique longtemps avant, même si j'avais la structure, il évoluait jusqu'au dernier jour, j'en faisais 25 de posing différents. Quoi. Donc j'arrivais au Quelque dernier chose. moment avec le truc qui faut arrêter de mettre de l'émotionnel dedans. Quoi. D'accord. Ça c'est important. Mais même fatigué, non, je ne montrais pas la fatigue sur scène. Quoi. Ouais. Non, même tu vois un labrador qui arrive à la rue et qui reste 3 heures sur scène avec la banane comme ça et qui ne bouge pas, les abdos contractés, Ouais. c'est ton taf, quoi. C'est comme ça. Ah, et puis c'est magnifique. Les gars, ils arrivent essoufflés. Oui, et puis voilà. En termes d'image, c'est pas top. Mais oui, c'est ce qui casse tout cette notion de charisme aussi en fait. Ouais. Et alors que vous étiez déjà sur des choses très dures, Oui. voilà, il y avait une prestance scénique qui n'était pas du tout travaillée de la même manière. Parce que peut-être que les gens ils voient plus l'utilité maintenant et ça Ça, casse. c'est mon avis personnel. Hein. Après, Ah oui, après ça il y a dépend. des gens aussi. qui ont besoin d'être démonstratifs dans la difficulté de ce qu'ils ont accompli. Tout le monde en chie, quoi. Tout le monde est au même niveau. Quand tu arrives à la compète et que tu es à la rue, c'est pareil pour tout le monde. Bah oui, et puis enfin, les gens ils préfèrent forcément voir quelqu'un qui paraît en sûr. plein d'énergie. C'est un jeu ça de dégage séduction tout. avec le jury, hein, bien sûr. Donc, ça, c'est- Il faut ouais, rester très sympa avec le intéressant. jury, avec le public, et après le public il retourne tout ça. C'est ça qui est sympa. Ouais, d'accord. Ouais, non, voilà, c'était des questions que j'avais envie d'échanger sur tous ces points de vue, c'est super intéressant. Et donc, ben voilà, c'est vrai que on va dire que les personnes qui évoluent, il faut qu'elles restent concentrées sur elles-mêmes et puis aller progressivement sur les C'est vraiment une compétitions. démarche personnelle. Et voilà, et peut-être en effet, enfin, j'ai envie de te dire, comme toi tu l'as dit, tu as eu des moments de ta vie où tu t'es concentré aussi sur ton travail et sur la création de ta salle de sport, de ton show et autres, et que les gens, peut-être les culturistes ou les gens au niveau, n'oublient pas qu'il y a un après aussi, et qu'il y a quelque chose à prévoir à côté de sa vie, et peut-être ne pas tout donner, ou tout au moins pas toute sa vie, et pouvoir aussi se concentrer sur d'autres choses. Il y a beaucoup de professionnels à l'époque qui allaient s'entraîner très tôt le matin parce que tu as Vous fait avez des derrière. journées derrière. Ils avaient besoin de travailler derrière, il faut gagner sa vie. Ouais. Même vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis des marques, vis-à-vis de plein de choses. Il faut travailler. Tom Platz, moi je me rappelle quand Tom Platz il était venu à Marseille, ça faisait 3 mois qu'il était en tournée à travers le monde. Quoi. Il avait ses valises avec ses boîtes de thon, ses trucs et tout. Et le gars, il s'entraînait comme il pouvait, avec des décalages horaires, et c'était son travail. Quoi. Ouais. Ah ouais, non, Et il faisait Olympia à la fin de l'année. Hein. Ouais. Aujourd'hui, les Bon, gars, voilà, s'ils ça a ne sont été. pas comme ça, avec le truc à côté qui est tout près, et voilà, ils se prennent 2 mois de congé avant de faire une compète. Les gars, Ouais, non, les il y a- professionnels, ils bossent quoi. Ouais, il y a une notion de, comme tu dis, enfin, pas dire feignance, parce que ce serait trop péjoratif, mais en fait, qu'il faut en effet, comme tu dis, ne rien faire et que faire quelque chose à côté, ça apparaît impossible. Et même à un petit niveau, c'est Ça paraît péjoratif, possible, mais, alors que c'est hyper important d'avoir autre chose à côté. ouais, en pour le préparation. mental, quoi. Même un Se gars comme concentrer Ronnie, sur il est autre resté chose. flic même quand il faisait Olympia. Ouais. Parce que ça permet d'évacuer, de faire autre chose. Quoi. Tu ne peux pas être focus 24 heures sur 24 sur ta compète. Sinon, le temps, il n'avance pas. Sur 2-3 mois de préparation, tu vas devenir fou. Forcément. Ouais, non, c'est Ouais, intéressant. ouais, j'ai même des athlètes en préparation qui sont professionnels dans leur discipline. Aujourd'hui, ils ont une activité à côté et ils trouvent que c'est mieux parce qu'ils ont une activité et que ça leur permet, quand ils vont faire leur discipline, d'être plus disponibles. Ouais. Alors que quand ils font que ça,
au bout d'un moment, il y a une lassitude qui s'installe et ça te rend moins productif. Ouais, non, clairement. Et puis en fait, si toute l'énergie est concentrée sur sa passion, c'est risque de la perdre aussi, de pas être Voilà, il super. faut rester, faut essayer d'avoir une activité à côté. Après, c'est vrai que c'est dur, hein. C'est facile, hein. C'est oui, Quand tu fatigue. fais une grosse séance et qu'il faut aller taffer derrière et qu'il faut préparer l'alimentation et tout. Mais bon, c'est le body, c'est comme ça. Ouais, ça fait partie Ouais. du lot de surprises pour l'évolution dans les préparations. Plein d'athlètes qui travaillent et qui sont professionnels. Ouais, bah oui, mais ça c'est pas assez mis en avant parce que oui, comme tu dis, en fait, les gens ont tendance à croire que s'ils veulent faire de la compétition, même à pas très haut niveau, il faut rien foutre pendant 3 mois de Déjà, préparation. il faut savoir qu'il y a très peu d'athlètes professionnels qui gagnent leur vie avec le body. Même dans les années 90, avec Tom Platt, Sean Roy qui ont gagné de l'argent. Mais la majorité ont presque rien gagné. Hein. Ouais. Faut pas croire. Même Vianney, quand il gagnait Olympia, il gagnait 50 000 $. C'était pas, Oui, énorme. Hein. pour un an, enfin, disons qu'ils ne pouvaient pas se baser là-dessus pour Non. faire sa vie. Donc les gars, ils sont obligés d'avoir des activités à côté. Quoi. Ouais, bien sûr. Et enfin, je sais que Danny Padilla avait fini quasiment à la rue parce que même s'il était au niveau. Là, Robinson, Ouais, ils sont populaires. Non, il y en a quelques-uns. Hein. Ouais, donc il y a le mythe et puis il y a aussi des réalités plus difficiles qu'on n'a pas forcément vues. Parce que les gens pensent qu'aux États-Unis, les bodybuilders professionnels sont des stars. C'est vraiment un microcosme, comme on a chez nous. C'est vraiment un milieu qui est très fermé, ils font du business entre eux. Mais au-delà de ça, le grand public n'est pas fan du bodybuilding hardcore. Hein. Ah bah oui. Le jour, j'étais dans un avion en revenant de Miami, là, de l'Olympia Master. J'ai travaillé mes photos dans l'avion. Et le gars qui est à côté de moi, là, le black américain, il commence à regarder, il me dit ouais, c'est super et tout, c'est pas mal. Et au bout d'un moment, il me dit mais ils sont naturels. Je dis je ne sais rien, moi je les connais pas. Il s'est retourné, il n'a plus parlé. C'est terminé. Ouais, bizarre. Ouais. Ah, c'est très controversé aussi. Hein. C'est pas le paradis des bodybuilders aux États-Unis. Oui, bah non, ouais, forcément. Et puis oui, et puis comme tu dis, ce côté hardcore aussi, ça casse le fait de pouvoir l'ouvrir d'autant plus au public. Bien sûr. Parce que c'est plus difficile de se projeter sur ce type de physique. Est-ce qu'on a besoin de vraiment l'ouvrir à un grand au public? Est-ce qu'on Ouais, peut... c'est une question, pas forcément. Après, il y a des gens qui sont amateurs de ça et puis voilà. Oui, mais après, on perd aussi. Enfin, je On pense ne pourra jamais être aimé par tout le monde. non, ouais, oui, c'est vrai. Mais après, disons que maintenant, cette facette qu'on voit, c'est cette facette hardcore. Et si on ne fait pas ses propres recherches, toute cette facette qui est un peu disparue de là, toi où tu viens aux origines, ben, celle-ci, elle pourrait plaire à beaucoup plus de monde, je pense. Sûrement. Et sur une mentalité qui est majoritairement beaucoup plus saine. Que ce Mais qu'on peut voir maintenant. il y a des gens pour ça. Tu es là, et Yann il est là, il y a des gens pour ça aussi. Bah ouais, c'est ce que j'essaye de mettre en avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer les gros, les moins gros. Il en faut pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent donner une image de la culture physique plus saine, plus esthétique et plus ouverte à tout le monde. Ouais. Et oui, il ne faudrait pas qu'il y ait. J'ai envie de dire que tout le monde est sous la même enseigne, de la même passion et du même plaisir de construction musculaire. Et enfin, voilà, moi, quand j'essaye de mettre en avant plus le côté naturel de la culture physique, je prends aussi des fois des clashs. Parce qu'il y a aussi le combat entre le fait que de gens qui sont persuadés que pour construire quelque chose, il faut forcément passer par la chimie. Et moi, je trouve que c'est une image triste parce que, bon, forcément, C'est déjà une défaite en soi. Quoi. Oui. Ben parce que, et puis ça reprend aussi ce que tu disais sur le sens où maintenant c'est devenu une étape beaucoup plus importante qu'avant, où l'étape de l'entraînement, de la passion, des friendships, des partnerships, des partenaires d'entraînement et autres, qui n'est plus si présente. C'est des gens qui sont plutôt isolés, qui vont tout miser sur de la chimie, et, comme tu dis, et voilà. Alors que bien entendu, moi j'adore le bodybuilding à très haut niveau. Bien sûr, il y a des choses qui me plaisent beaucoup moins, mais ça après c'est personnel et c'est subjectif. Et moi je rêve justement d'avoir une communauté plus ouverte, plus grande et où tout le monde a son groupe, sa vision et où tout le monde respecte la même chose quoi, tu vois, autour de cette passion de la culture physique. Mais c'est un sujet, on pourra en parler pendant. Ah mais ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut communiquer sur l'approche santé, la durabilité de la pratique. Ouais. C'est hyper important. Aujourd'hui, si on parle de la culture physique globalement, pas du bodybuilding, mais de la culture physique globalement, on est une activité centrale, hyper importante. C'est-à-dire qu'on est au centre de tous les sports. Tu peux faire de la culture physique, tu n'as besoin de faire aucun sport. Par contre, n'importe quel sport tu fais, tu as besoin de la culture physique. Aujourd'hui, pendant le confinement, la majorité des gens ont fait de la culture physique. En cours collectif, à la maison, n'importe quelle forme. Les articles les plus vendus pendant le confinement sont les poids et les haltères. Loin devant les machines à faire du pain.
Aujourd'hui Incroyable. encore, tu ne trouves pas de poids à vendre. Ah ouais, c'est D'accord. Decathlon, ils sont Donc il y, maîtrisés. il y a un besoin de culture physique, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est gangréné par du business qui fait qu'on met sur le marché des produits de mauvaise qualité. Parce que la qualité dans le fitness, c'est quoi? C'est pas des belles machines ou un beau cadre. La qualité, c'est le service. Aujourd'hui, le service, il est à zéro. Il est à zéro parce que dans les salles, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de gens employés par les salles, ils ne payent pas de coach. Tu vas chez Basic, tu vas chez Fitness Park, ils n'ont pas de coach employé. D'accord? Donc, ils ne proposent pas de service. En plus, si tu as 3000 adhérents, tu ne peux pas avoir un coach, c'est pas possible. Il en faut des quantités, donc la masse salariale, c'est hyper importante. Puis au low cost, c'est impossible. Donc, c'est impossible. Donc aujourd'hui, le luxe et le haut de gamme dans le fitness, c'est le service. Et le service, c'est le professionnalisme. Le problème, c'est que les formations aussi, elles sont radées pas carottes. Aujourd'hui, les gars, ils font des formations, ils ont une semaine de bioméca, une semaine de physio, de la psychopédage, je ne sais pas s'ils en font encore. Et quand ils arrivent là pour bosser, ils ne savent rien faire. Alors qu'on a un métier qui est énorme. Tu pars de 7 à 97 ans, tu as une plage de travail qui est monstrueuse, quoi, dans la préparation physique, dans la remise en forme, dans la récupération, même dans la réathlétisation. On pourrait travailler après les kinés. Les kinés ont un objectif et nous, on peut être dans la continuité pour stabiliser, pour pérenniser leur travail. Donc il y a plein de choses à faire, mais le niveau de formation est tellement bas qu'aujourd'hui, notre profession elle est vraiment sacrifiée. Ouais. Et ça, c'est dommage parce qu'on est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, le nombre de pratiquants en France du fitness, c'est l'équivalent des licenciés en foot, en rugby, en tennis, en hand et en basket, réunis. C'est énorme. Et on n'a aucune reconnaissance. Même pendant le confinement, les autorités ont parlé du fitness les derniers jours. Ouais, c'était vraiment. Alors qu'on sait que les gens en forme tombent moins malades aussi. Oui, bien sûr. Et ça, Ils ça coûtent moins cher à la société. Donc il y a tout ça. C'est pas que le body. Le Ouais. body, c'est une goutte d'eau dans l'océan du fitness, quoi. Ouais. Et même par rapport aux salles de sport, tu vois, je sais que toute cette. Il y a eu un événement maintenant, il y a 10 ans, de toutes les salles entre le low cost et autres. Et ça a fait aussi maintenant, moi, des salles où j'ai commencé à m'entraîner, qui étaient plus des salles de passionnés, d'associés, je sais plus trop comment on appelle ça, qui ont petit à Des petit. indépendants. Ouais, qui ont petit à petit fermé et disparu parce que bien sûr c'était des abonnements plus chers. Et là j'en ai encore vu un là il y a un mois où je m'entraînais, j'ai trouvé ça génial, l'ambiance et autres, tu vois un peu, j'ai retrouvé un peu ce qu'il y a ici. Et il m'a dit moi je vais pas pouvoir tenir, c'est fini. Et en fait on a quelque part cette euphorie et cet avènement du fitness a tué aussi toutes ces petites salles où il y avait des gars. Pour gagner 10 ou 20 euros, ils vont aller dans des salles comme ça. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de service, ils n'ont pas de résultats. Et moi, je leur dis, écoutez, pour 20 euros, tu te payes un resto, au moins tu sais ce que tu as, tu as des résultats. Et là, tu vas payer 20 euros chez Basic pour rien, mon pote. Tu ne sais pas t'entraîner, tu seras toujours, toute ta vie, tu ne sauras pas t'entraîner. Ouais, c'est incroyable. C'est comme ça, c'est le problème, quoi. Par contre, à côté, ils vont se payer les dernières fringues pour aller s'entraîner, ils vont se payer le pré-workout, le post-workout, et les crèmes pour mettre sur les pancakes et tout le reste. Ah oui, ça. Ah, ils ont bien géré le marketing de tout ça. C'est complètement absurde. Ah, c'est triste. En fait, c'est comme si tu avais une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux, quoi. Ouais. C'est joli, mais t'avances pas, quoi. Bah ouais. Ah, t'as beau mettre de l'excellium ou tout ce que tu veux dedans, ça fonctionne Ça pas. marchera pas. Ouais, c'est sûr. Bah merci beaucoup Olivier pour Pas de rien, tout c'est un cet plaisir de vous échange. voir. Et je sais que tu es quand même actif pour les réseaux, pour les gens qui ont envie de te suivre. Donc tu es sur Oui. Instagram. Où est-ce que tu partages principalement? C'est Instagram ou plutôt Facebook peut-être? De toute façon, je mettrai les deux juste Ouais, en je vais dessous. sur Insta, je vais un peu sur Facebook, mais c'est vrai que je mets pas grand-chose parce que j'ai pas vraiment de temps, j'ai beaucoup de travail. J'ai ma chaîne YouTube, c'est Naba France, D'accord. sur laquelle j'ai mis des petites vidéos pendant le confinement. sur que le posing, ouais, vraiment j'ai pas pu intéressant. continuer. Si je peux en faire d'autres, j'en ferai quand j'aurai du temps. Et puis voilà, c'est tout. D'accord. Ouais. Et ben, Après, les gens- j'essaie de communiquer pour le body show quand j'ai du temps aussi, c'est Ouais, bien pareil, sûr. ça me demande beaucoup de travail. Et bon, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je paye mes journées à 8h, je finis à 20h30. ça fait des Et beaux j'arrête temps. pas, quoi. Bah, merci Olivier. Merci à toi.